Bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire d'InfoRisque et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer les spécificités de la norme EN ISO 20345-2022 et les nouvelles exigences additionnelles qui vont vous permettre de renforcer la sécurité de vos collaborateurs. Alors, au cours de cet échange, nous aborderons l'évolution de la norme sur les chaussures de sécurité ainsi que sur son planning d'application. Enfin, nous répondrons à vos questions et vous fournirons des conseils pratiques pour une mise en œuvre efficace dans votre entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Courtois, qui est directeur commercial de Parade et qui est marque française depuis 1978. Et c'est une entreprise du groupe ERAM. Alors, la marque s'impose comme un acteur majeur des marchés des équipements de protection individuelle en fabriquant des chaussures de sécurité et des vêtements de protection, enfin des vêtements de travail ergonomiques, confortables et stylés. Alors, Parade, c'est également une volonté de contribuer au dynamisme de son territoire en injectant 40% des semelles de chaussures de sécurité en France dans l'usine de Jarzé, dans le Maine-et-Loire. Philippe Courtois, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, nous voici ensemble pour 45 minutes, donc avec 30 minutes d'échange avec Philippe, qui évoquera avec nous donc la norme ISO 20345, le planning de mise en œuvre de la version 2022. Nous aborderons également les changements apportés par la version 2022 et ses nouvelles exigences. Nous verrons ensuite en quoi cette version contribue réellement à renforcer la sécurité de vos collaborateurs. Et enfin, nous ferons le point sur les solutions techniques et les nouveaux modèles répondant à cette norme. Alors, puis nous réserverons quand même, et c'est important chez InfoRisque, on est attentif à cela, que vous ayez 15 minutes de temps qui vous sera consacré pour répondre à vos questions. Et vous pourrez les poser, vous avez un petit, un petit picto QR en bas de votre écran pour ce faire. Voilà, alors tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, Philippe, en premier lieu, un petit point sur cette norme ISO 20345. Oui, François. Alors effectivement, cette norme 20345 est une norme qui encadre les chaussures de sécurité. Euh, Elles servent à une chose, protéger tous les porteurs de plusieurs risques. Il y a un risque fondamental que l'on va retrouver sur toutes les chaussures normées 20345, que sont la partie des embouts. Elles permettent tous d'être protégées au niveau de la partie avant du pied. Après, on va avoir plein d'autres exigences qu'on va dérouler tout au long de notre webinaire pour rentrer un peu plus dans le détail. Oui, la perforation et les différentes enfin, les chaussures, on sait qu'effectivement, elles sont là quand même pour protéger efficacement celui qui l'utilise. Exactement. Mais alors du coup, cette norme, elle protège de quoi? Alors, Parce la norme, elle va... que Vas-y, François, pardon. oui, oui, non, mais elle protège de quoi du coup? Parce qu'on parlait, voilà, je disais perforation, mais est-ce qu'il y a d'autres protections bon, qu'elle est là, ben, effectivement, pour normer? Oui, alors, comme vous le voyez tous à l'écran, on a aujourd'hui, dans la nouvelle norme, dans cette version 2022 qui est un des thèmes du jour, on est rendu à avoir 13 exigences. C'est tous les petits pictos que vous voyez sur la partie haute avec les différentes couleurs. Chacune d'entre elles va amener des niveaux de performance ou d'exigence en fonction d'un métier, d'un besoin pour protéger correctement le porteur en fonction des applications qu'il peut avoir de manière plus particulière. On va avoir éventuellement certaines exigences additionnelles qui vont arriver en plus. Donc, on a tout ce qui est fondamental qu'on va retrouver sur ce tableau-là, qui vont être la partie d'un embout, la partie sur la partie de la glisse, on peut avoir sur l'antistatisme, sur de l'absorption des chocs, sur des talonniers, et après l'antiperforation, ce qui est une grosse également avancée dans cette version 2022 versus la version 2011 qui existe encore dans la partie normative, qui va nous préciser des différenciations et préciser de manière plus intéressante quel type d'antiperforation on va avoir, qu'elle soit une version acier ou une version textile, donc métallique ou non métallique. Mais il y a peut-être un point qui serait important à préciser parce qu'on parle de normes, on parle de marquage normatif, d'exigences.
Oh là Alors oui, peut-être qu'une petite mise au point de tout cela serait quand même utile pour chacun. très bien. Alors, les marquages normatifs, c'est ce que vous retrouvez sur la partie haute, qui vont du SB, S1, S1P, S1PS, et on peut aller jusqu'au S7. Ça, c'est ce qui reprend l'exigence d'une chaussure quand vous allez l'équiper un de vos collaborateurs, et vous allez être capable de, si vous prenez ce tableau-là en lecture verticale, de savoir de quoi elle vous protège. Et sa norme, donc si on prend, je ne sais pas, une S3 par exemple, elle doit obligatoirement respecter les différents points que vous allez voir sur ce tableau. Ça, la norme l'impose. Après, comme tu le précises, il y a des exigences additionnelles. On est capable de rajouter des performances complémentaires à l'exigence de base d'une S3, si je reste sur cet exemple-là. Et là, il y a aussi également dans cette version 2022 beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées. On va avoir par exemple des parties comme le FO. Alors le FO existait déjà auparavant, ce qu'on appelle le Fuel on Oil, c'est la protection aux hydrocarbures. Elle était obligatoire dans cette version, dans l'ancienne version 2011, qui existe toujours, mais elle devient une exigence additionnelle dans sa version 2022. C'est-à-dire que vous allez sur les chaussures maintenant voir obligatoirement si elle y répond et uniquement si elle y répond, voir affiché dans la partie fiche technique, voire même sur l'étiquette obligatoirement du modèle, cette exigence additionnelle est faux. Mais on a également des nouveautés qui sont apparues, qui vont être par exemple sur le décroché talon. On avait des décrochés talons et chaque fabricant, on avait nos technos, on avait nos performances à nous, mais rien n'était encadré par une norme. Et en l'occurrence, là, c'est une exigence additionnelle de la norme 23145 qui encadre des performances, certaines hauteurs, certaines formes pour être sûr d'être dans un minima à chaque fois demandé par cette norme. Et les chaussures, vous allez voir apparaître du LG pour leather grip, ce qui va permettre de pouvoir monter aux échelles de manière plus sécurisée, ou par exemple la partie SC que l'on va retrouver, ce qu'on appelle le scuff cap, c'est un pare-pierre que l'on va avoir. Alors, encore une fois, chez Parade et chez nos autres confrères, on pouvait retrouver des pare-pierres auparavant, mais qui n'étaient pas encadrés par une exigence au niveau de la norme. Là, aujourd'hui, c'est normé. Si on rentre un peu dans le détail, c'est un test sur la Martindale, qui est un système mécanique qui permet de faire des tests à l'abrasion et on doit monter à minima jusqu'à 8000 cycles et s'assurer que ce qui reste est bien toujours aussi performant pour assurer la sécurité du porteur. Alors, sans aller trop loin dans les changements, parce que j'aimerais bien qu'on le voit après, mais la partie, c'est quoi les grands jalons de ce changement? Parce que cette norme, parce que quand on a décidé de faire ce webinaire ensemble, on a vu, on s'est dit mars 2022. Alors, c'est quoi ces jalons en question de cette norme? Parce qu'on est quand même en 2024, il me semble. Alors, oui, alors très très simple. Mars 2022, euh, publication par l'AFNOR. L'AFNOR est le système de réglementation française, donc ça a été publié en mars 2022 au niveau de l'AFNOR. Après, donc, ce qui voulait dire que tous les fabricants pouvaient, sur la partie France, commencer à produire des chaussures parce que le règlement existait. En mai 2023, cette réglementation, donc cette norme, pardon, la 2345 dans cette version 2022, a été publiée au JOU, qui est le journal officiel européen. Et donc, ça a été harmonisé pour toute l'Union européenne. Donc, dans tous les pays de l'Union européenne, tout le monde doit utiliser et peut utiliser aujourd'hui de manière totalement uniforme cette nouvelle norme 2345 dans sa version 2022. Si je me permets de compléter, comme on le voit à l'écran ici, on voit une grande zone blanche qui est une période de transition. Effectivement, dans cette période-là, ça concerne nous, les fabricants. Et on peut, sur toute cette période que vous voyez ici, qui va jusqu'au mois de novembre 2024, nous pouvons toujours certifier ou revalider des produits dans cette version 2011 ou déjà dans cette version 2022. On est dans une période de transition où les deux sont encore possibles et il n'y a aucun problème. Et il y aura un point de bascule qui sera le 11 novembre 2024, où pour nous, les fabricants, nous ne pourrons plus faire certifier ou renouveler un produit que dans cette nouvelle version 2022. Bon, l'intérêt quand même de le faire maintenant parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet puisque ça va être les années, puisque ça sépare de toute manière, il faudra que tout le monde, enfin que tous les fabricants
on va dire, soit d'équerre au niveau de cette version 2022 d'ici à 2029, si j'ai bien suivi. Alors oui, mais même un peu plus tôt, parce qu'à compter de novembre 2024, nous, tous les fabricants, en tout cas sur la partie Europe, ne pourront plus créer un nouveau produit que sur cette nouvelle norme. D'accord. Donc ça, c'est pour les anciennes, c'est une période transitoire. Ça restera Exactement. quand même transitoire pour des produits déjà existants, tant qu'ils n'ont pas besoin de renouveler, je dirais, une adéquation avec la norme 2011. Exactement, jusqu'en novembre 2029, sur cette période de 5 ans, hein, et qui n'est pas un hasard, c'est dû à la durée de validité des AET. Les AET, c'est des certificats d'attestation, hein, qui permettent de pouvoir mettre sur le marché en tant que fabricant les produits. Et ces périodes, donc sur 5 ans, donc de novembre 24 à novembre 2029, va coexister sur le marché les deux niveaux de référence. Alors, tout de suite, on a vu le planning et on avait commencé là les changements. Donc, quels sont les changements quand même qui sont fondamentaux? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la partie perforation Oui. et la partie hydrocarbures. Alors, qu'est-ce qui change encore dans cette nouvelle Alors, version? il y a un peu plus de 80 points. Alors, on ne va pas tous les dérouler aujourd'hui parce qu'il nous faudrait Non. pas 3 quarts d'heure. Mais si on prend vraiment les points les plus stratégiques, les plus importants et les plus voyants, surtout, qui sont souvent les thèmes les plus abordés, il y en a un principal également qui est sur la glisse. Initialement, quand vous prenez dans la version 2011, on parlait, pour ceux qui maîtrisent bien la chaussure, de SRA, SRB, SRC. C'était les anciens acronymes pour la partie test de glisse, qui était un test qui était fait dans son ancienne version à plat et sur la partie talon uniquement. Ça, c'est complètement modifié où aujourd'hui, la nouvelle norme de 2022 fait des tests uniquement sur la partie toujours talon, comme on avait auparavant, mais également sur la partie avant et non plus à plat. Ça, c'est un des premiers tests parce qu'on se rend bien compte que la partie test a évolué pour coller le plus possible à la mécanique du pied. On marche franchement les pieds complètement à plat, mais on a bien une mécanique de on pose le talon et on développe pour la partie propulsion avec l'avant. Donc ça, c'est beaucoup plus réaliste comme test dans la performance. Et donc, du coup, une des conséquences, c'est que les notions qui existaient jusqu'à maintenant dans cette version 2011, SRA, SRB, SRC, ne vont plus exister dans cette version 2022. Et les tests sont également un peu modifiés. On faisait des tests avant sur une partie en céramique, donc en gros du carrelage, et une partie sur de la tôle, avec des corps gras, etc. Là, aujourd'hui, c'est uniformisé. Tout se fait sur de la céramique avec un corps gras, des lauriphosphates, sulfate, pardon. Et une fois qu'on a fait ces tests-là, la partie sur de l'eau est obligatoire. Donc, toutes les chaussures sont nécessairement, euh, on va dire, normées pour cette glisse sur l'eau. Donc, ça disparaît. Et on n'aura plus qu'une exigence additionnelle qui s'appelle le SR, pour Slip Resistance, qui va nous assurer qu'on a fait les tests pour tenir correctement avec un corps gras sur la céramique. Donc, c'est finalement une simplification et une augmentation de la performance, de la visibilité de ces tests. Donc là-dessus, un autre élément, parce qu'effectivement, la partie glissement, c'est important, parce que les chutes de plein pied, c'est aussi aujourd'hui parmi les risques professionnels qui sont enfin, les accidents même qui sont les plus fréquents. Donc effectivement, c'est important quand même de le mentionner. Après, au niveau chaussures, à titre de curiosité, et excepté Philippe, la question du béotien, c'est quoi la principale protection ou quels sont les risques majeurs quand même qu'apporte la chaussure enfin, les protections, oui, de prévention majeure qu'on a avec les chaussures de sécurité. Si la Alors, question paraît peut-être un peu bête. non, non, non. Alors, il n'y a surtout pas de question bête. Quand on parle de sécurité, vaut mieux effectivement anticiper et maîtriser tout ça. Le basique, c'est l'embout à avant. Alors, l'embout à l'avant, on va retrouver, quels que soient les fabricants, des embouts qui peuvent être en acier, en polycarbonate, en aluminium, dans plein de technos. Tous doivent répondre à la même performance. Là, il n'y a qu'un test d'écrasement, c'est le même pour tous. Donc, ça change des formes, des performances. Il y a d'autres choses qui sont derrière, mais la résistance à l'écrasement que l'on va avoir, qu'il soit en dynamique ou en statique, est le même test, quelle que soit la composition.
Donc ça, il n'y a pas de sujet. Toutes les chaussures normées 20345 ont un embout. Après, on va avoir un deuxième point qui va être, vous en parliez tout à l'heure, c'est la partie anti-perforation, où là, on a aussi une vraie différence entre l'ancienne norme 2011 et cette nouvelle norme en 2022. Coexistent toujours les mêmes choses, des anti-perforations métalliques et des anti-perforations non métalliques. Mais apparaît des nouvelles notions. Auparavant, quand on était sur une anti-perforation non métallique, on ne pouvait pas le deviner uniquement en regardant le produit. Si je reste sur le même exemple tout à l'heure, si on prend une S3, on se doutait parce que l'exigence imposait une anti-perforation, mais on ne connaissait pas sa nature, c'est-à-dire métallique ou non métallique. La version de la norme 2022 a apporté des exigences normatives, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parmi les 13 que l'on avait initialement, de 4 nouvelles qui vont être les versions avec des PL ou des PS, qu'on va retrouver dans deux natures, des S1, donc des chaussures plutôt respirantes, si je simplifie, et les S3, des chaussures qui vont protéger plutôt des projections, plutôt pour extérieur ou projection en intérieur. Les PL sont sensiblement la même chose que les versions 2011. En gros, c'est l'antiperforation pour un clou d'un diamètre de 4,5, comme on avait à peu près auparavant. Les PS, c'est tout à fait nouveau. Ça n'existait pas. Le PS, c'est quoi? C'est pointe small, donc PL pour pointe large, et PS pour pointe small, donc une petite pointe qui, elle, n'a pas un diamètre de 4,5 comme la PL, mais bien de 3 mm, donc quelque chose de, a priori, plus facile à pénétrer. Et donc, celle-ci, on a une surperformance, ce qui permet d'encore mieux protéger les collaborateurs qui peuvent porter ce genre de solution. Justement, parce que le temps file quand même, et puis voilà. Mais moi, je trouve ça passionnant voilà, de parler de ces chaussures de sécurité parce que je pense qu'on néglige souvent un peu cet équipement de protection. Mais justement, pour les collaborateurs, peut-être justement avec cette norme, cette nouvelle version de la 20-345, qu'est-ce que ça va apporter finalement pour les collaborateurs? Eh ben, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité, de beaucoup plus maîtriser la finalité du produit. On va avoir plus de précision. Ça va nous faciliter clairement la lecture, en fait, hein, tout simplement, du produit. On aura, en lisant, que ce soit une fiche technique, que ce soit les informations techniques oui, qui pourront être communiquées, on aura une meilleure visibilité de la performance pour être en adéquation. On avait en gros des informations qui étaient un peu plus génériques. Là, on arrive à beaucoup plus préciser les choses de nature. Je vous donne un dernier exemple pour tenir notre timing, mais initialement, on avait des compléments pour la partie étanchéité qu'on appelait WR. Là, c'est pareil, il y a de nouvelles exigences normatives qui vont être des S6 et des S7, où là, on sait qu'une chaussure va être vraiment water resistant, certifiée, et on a la visibilité dès le départ. Et on aura vraiment beaucoup plus de précision là-dessus. Et donc, finalement, c'est je dirais pour les HSE, de manière à vérifier la bonne adéquation, finalement, qu'on ait la bonne chaussure au bon endroit. Exactement. Je vais reprendre un des exemples du début. On parlait tout à l'heure, je vous parlais de LG, qui est une nouvelle exigence additionnelle, le Leather Grip. Si demain, dans une entreprise, il y a des collaborateurs sous la responsabilité d'un QHSE dans lequel il y a dû monter à l'escabeau, à une échelle, à des crinolines, jusqu'à maintenant, tout le monde se disait plutôt par bon sens et par raison, ça serait bien d'avoir des chaussures avec un talon décroché. Mais un talon décroché, c'est comme tout, il y a des fins, des petits, des grands, des moyens. Aujourd'hui, c'est encadré par la norme et vous allez pouvoir retrouver des chaussures normées LG, donc avec une assurance d'une performance suffisante pour les collaborateurs qui travaillent dans ce genre de cadre. Alors, pardon pour la question, encore une fois, du néophyte, mais chaussures de sécurité, on a des protections mécaniques dans tous les sens. Enfin, si je peux l'exprimer comme ça, mais euh, qu'est-ce qu'il en est du confort? Alors, le confort, en fait, Est-ce que le confort est normé ou ou alors, comment Parade le prend en compte? il y a deux choses. Pour reprendre une de vos premières questions, c'est est-ce qu'il est normé? On va dire oui, à minima. Tous les fabricants, on a des chocs d'absorption au talon qui va donner un minimum d'absorption, donc ils sont censés donner vraiment un minimum. Mais le confort, on ne travaille pas comme ça en fait. Là, c'est le travail d'un chausseur. Alors, chaque fabricant est différent. Chez Parade,
Nous, ça fait plus de 45 ans qu'on est là. On a un vrai travail de chausseur qui est fait en amont. On a l'avantage d'être producteur, hein, d'avoir, comme on disait en intro, notre propre usine et avoir une équipe de développement de pas loin de 10 personnes en permanence et de faire partie d'un groupe qui, historiquement, maîtrise parfaitement cet art chausseur. Ça se travaille avec la physiologie, avec un peu de bio là-dedans. Et puis, c'est des composants, les matières qu'on va utiliser, la manière de fabriquer la tige qui va apporter de la souplesse, de manière de travailler la semelle, le patin. Enfin, c'est vraiment tous les points d'une chaussure accordés à un métier et aux exigences du métier qui va nous permettre d'avoir des vraies performances. Et oui, le confort d'accueil, le confort sur le long terme, parce qu'il y a également tout ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas fait partie aussi de notre métier. Il ne s'agit pas que ça soit simplement beau, il faut que ça soit bien, mais que ça soit bien pendant un an, et du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, que ça ne se dégrade pas trop vite pour que le confort soit vraiment également essentiel, mais sur le long terme. Alors, ben, puisqu'on abordait quand même, enfin, j'abordais la question un peu produit, peut-être que justement, ben, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que Parade propose aujourd'hui, justement, parce que nouvelle norme veut dire peut-être nouveau produit, ou alors c'est la sortie, c'est l'occasion pour Parade d'innover. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, oui, merci de la transition. Ça veut dire, oui, comme on le voit là sur le slide, nouveau produit. Parce qu'effectivement, pour modifier et apporter et répondre à ces nouvelles exigences, on en a parlé tout à l'heure, une des fondamentales, c'est la partie des glisses. Quels que soient les fabricants, les anciennes semelles ne seront peut-être pas performantes dans la version des nouveaux tests. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles sont non performantes et qu'elles mettent en danger du tout les collaborateurs qui portent des versions 2011. Donc, il y a certainement des ajustements à faire pour chacun. Nous, Parade, on a lancé ça depuis maintenant un peu avant mars 2022, qui était déjà le début de la FNOR. C'est l'avantage d'être un grand groupe un peu historique et on a toujours un petit coup d'avance. On a à date un peu plus de 70 références déjà sur les plus de 200 que l'on a qui sont déjà certifiées, normées à cette nouvelle exigence 2022. Et sous quelques, on va dire, longs mois, pour ne pas dire que c'est dans 2 mois non plus, mais dans quelques longs mois, d'ici moins d'un an, quasiment tout sera basculé sur cette nouvelle norme 2022 qui apporte ce qu'on disait tout à l'heure, un peu plus de visibilité, un peu plus de performance dans certains cas et une lecture plus facile pour les QHSE pour mettre avec les bons niveaux d'exigence en protection les collaborateurs. Parce qu'on voit, moi je suis toujours étonné parce qu'on voit sur la présentation là une basket et on est vraiment toujours sur un produit de sécurité. Et oui, bah, il y a deux choses en fait. Alors le basket, c'est très très bien, on en a effectivement plein, merci de les remarquer comme ça, mais on a besoin que les chaussures soient portées. Pour être portée, c'est la première des sécurités, hein, c'est que la chaussure soit effectivement portée par le porteur. C'est fini le temps des très vieilles chaussures, très lourdes, inefficaces, etc. On a besoin de donner envie. On a besoin de donner envie. Dans certains métiers, vous ne les portez pas que quand vous arrivez sur le site de travail. Dans certains métiers, on part de chez soi également déjà équipé parce qu'on peut être en déplacement, parce qu'on représente face à des clients, qu'on soit dans une très grande entreprise ou qu'on soit artisan tout seul, ça marche pour toutes les types d'entreprises. On a besoin parfois d'avoir ce côté esthétique en complément, ce côté confort qu'on va retrouver dans énormément de chaussures, mais ça fait partie de l'envie de les porter et ça apporte de la protection. Le meilleur Oui, des surtout chaussures, qu'un EPI, oui, un EPI, c'est mieux quand il est porté. C'est c'est ça, ça. c'est le premier niveau de Bon, protection. mais par contre, avec justement tout cet aspect, je dirais, normatif, le côté design, est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui pour un HSE de s'y retrouver? Parce qu'on voit, bon, il y a des merveilleux tableaux, mais est-ce que c'est Non, pas un peu alors, complexe de trouver la bonne adéquation entre la chaussure et l'usage? Enfin, avec toute l'offre finalement qu'il y a, parce qu'il y a quand même voilà, toutes ces variantes, etc. Comment choisir correctement pour ces équipes? c'est ça, ouais, c'est une vraie question, hein. C'est un vrai souci pour les QHSE, c'est que l'offre est pléthorique, on peut le dire, hein, et on trouve de tout et du n'importe quoi, et beaucoup de choses pas bien et beaucoup de choses très bien également. Euh, le premier des choses, souvent, c'est de faire confiance à un fabricant. Déjà, souvent, ils sont obligés d'apporter de la technicité. S'il peut être européen ou français,
Ça assure à être des standards vraiment de chez nous. Au niveau européen, on est vraiment en avance sur ce genre de choses. Et puis, derrière, faites-nous confiance. Servez-vous de nous. On est expert dans notre domaine. J'entends bien que les QHSE, ils ont tous les domaines de sécurité à faire, que ce soit sur la partie des EPI, mais également souvent dans la partie bâtiment, mise en sécurité. Et le cadre est énorme. Et de suivre toutes ces exigences, ils doivent le faire, hein. C'est un impératif, mais on est là pour les accompagner, on est là pour vous accompagner dans tous ces changements. Euh, on a des équipes commerciales qui sont capables de vous guider. Si vous avez des cahiers des charges, si vous avez des exigences particulières, bah, on est capable de aussi pouvoir vous dire, tiens, dans la nouvelle exigence, on va avoir ça qui peut être un point de facteur sécurisant, ou celui-ci une option qui va pas apporter une nécessité obligatoire. Par contre, je reprends encore l'exemple de tout à l'heure de mon LG. Vous n'êtes pas LG, vous montez aux escaliers, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, on a des vraies solutions, c'est normé, c'est encadré. Vous êtes sûr d'avoir mis correctement en sécurité. Voilà. Servez-vous de nous simplement. Nous, on saura vous conseiller, vous pourrez faire vos propres choix derrière, mais servez-vous de nous. On est capable également, avec les différentes technologies que chacun des fabricants développe, nous, on a des technos, si vous êtes plutôt en mode statique, plutôt en mode hyperdynamique, à marcher en logistique ou posté directement, on va être capable de vous sélectionner différents modèles qui vont apporter des compléments avec les technos de chacun, un VPS, un DRS, si on parle de parade, et puis il y a d'autres choses chez d'autres. Mais c'est notre savoir. Donc voilà, n'hésitez pas, on est à votre service. Alors, eh ben justement, pour vous qui êtes présents à ce webinaire, il y a quand même, Parade propose on va vous proposer un petit sondage qui doit s'afficher parce que finalement, justement, pour avoir recours à un expert, si vous avez besoin qu'un expert finalement vienne chez vous en parler de manière à y voir plus clair sur les possibilités de ces chaussures, refaire un point peut-être plus complet au niveau normatif et qu'est-ce qui va changer effectivement pour vous dans les mois à venir et les années à venir. Eh ben, écoutez, c'est une offre en tout cas que vous fait Parade. Elle est totalement gratuite, hein. C'est juste pouvoir avoir on va avoir un échange avec un expert qui pourra vous renseigner. Voilà, donc je vous laisse le petit sondage et y répondre. Et tout de suite, le temps file quand même. Alors, euh, on va peut-être partir justement, vous laisser la parole, parce que c'est quand même l'objet aussi de nos échanges. Alors, vous avez aussi un petit QR code là qui s'affiche. Donc, il y a un petit QR code et en même temps, on va vous envoyer dans le chat un élément justement qui vous permet de vous connecter si vous n'avez pas, enfin, si vous ne pouvez pas voir vous connecter avec la base du QR code. N'hésitez pas, le lien arrive tout de suite. Alors, tout de suite, je vous propose d'attaquer quand même vos questions parce qu'elles sont nombreuses. Alors, on me parle, il y a un amendement en 2024. Est-ce Oui. qu'il y a un amendement à une question, alors anonyme, mais voilà, on me demande, y a-t-il un amendement en 2024 de cette fameuse Oui, norme? alors ça c'est comme toutes les normes, hein, ça vit au fur et à mesure. Il y a des nouveaux amendements qui sont arrivés déjà, alors, qui sont, j'ai envie de dire, pas un sujet côté utilisateur. Le dernier amendement qui vient de tomber, ça prend des points réglementaires et il va assouplir certaines exigences de test, notamment sur la partie respirabilité, mais qui sont que des points plutôt réglementaires pour le côté des fabricants, mais qui, en termes d'utilisateurs pour les QHSE ou autres, ne va pas avoir d'impact pour le moment, en tout cas dans les premiers amendements qui sont sortis. Alors, est-ce que pour la Karine qui nous demande, est-ce que pour le calcul de l'antiperforation, le test se fait toujours en se basant sur un poids de 80 ou 90 kilos? Alors aujourd'hui, le test, il est Là, on normé rentre là-dessus. dans le détail technique quand On même, hein. rentre dans le détail technique. Alors en fait, on est sur des perforations. Le test des perforations est toujours le même. On est sur une pression de 1100 newtons, si on veut être extrêmement précis. Alors après, avec des conditions de laboratoire, on ne va pas toutes les détailler ici, mais on est sur une pression de 1100 newtons. Allez. Alors, une question de Grégoire. Nous équipons nos collaborateurs de chaussures de sécurité S3 SRC. Que devrais-je demander à mon fournisseur à l'avenir? Eh ben,
C'est une très bonne question, en fait, qui exprime vraiment le besoin. Il ne s'agit pas de demander quelque chose ou pas. Alors déjà, quand j'entends S3 et SRC, c'est que c'est des chaussures qui sont, elles, hydrofuges, hein, elles sont à l'époque WRU, maintenant avec la nouvelle norme de 2022 WPA. Donc, elles protègent des projections, pour faire simple, et elles ont une anti-perforation. On ne sait pas laquelle. SRC, comment je sais qu'elles sont de la version 2011, c'est parce que SRC, qui est l'ancienne exigence de la glisse. Elles sont peut-être très bien, ces chaussures. Elles sont peut-être très, très bien. Moi, si j'avais un conseil, c'est de revoir avec soit son partenaire distributeur ou avec un fabricant tel que nous, de venir vérifier, faire ce qu'on appelle une étude de poste, de regarder quel est le besoin de son collaborateur. Est-ce qu'il, par exemple, est-ce qu'il a besoin de l'antiprojection, comme il y a dessus? Ça se trouve, il est en milieu très chaud, en milieu parfaitement sec. Une S1P apporterait plus de respirabilité et pourrait être une meilleure solution. Est-ce qu'il y a un travail plutôt sur beaucoup de flexion, beaucoup de marge pour savoir s'il faut une antiperforation acier ou pas? Encore une fois, là, servez-vous de nous. C'est notre travail de pouvoir vous conseiller, de vous poser les quelques questions qui vont vous permettre rapidement de faire un entonnoir pour essayer de mettre vos collaborateurs, d'une, dans les meilleures conditions de protection par rapport à leurs besoins et dans les meilleures conditions de confort également. Alors, une question de End, mais on a enfin, elle se regroupe avec une autre question. Est-ce que ces chaussures sont valables que pour un an? Donc ça, c'est la question de End. Et là, il y a un autre spectateur anonyme qui nous dit les chaussures ont-elles une date d'expiration au-delà de l'usure due à l'utilisation? Il y aurait-il une obligation de la durée d'utilisation, 3, 4, 5 ans? Alors, cette fameuse durée d'utilisation des chaussures. Euh, Eh bien, non. Non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas de date limite, sauf la partie réglementaire dont je parlais tout à l'heure, des parties certification. Mais non, il n'y a pas besoin de les changer tous les ans. Ça va dépendre terriblement des conditions d'utilisation. Si la personne les porte 7 heures par jour dans des conditions extrêmes, parfois des chaussures ont une durée de vie un peu inférieure même à un an, dans certaines conditions du bâtiment, des bancs chauds, des choses comme ça, les chaussures vivent vivent et subissent des choses très très difficiles. Après, il y a des métiers où vous prenez des gens de bureau qui en ont, qui les mettent que pour aller dans leur usine, par exemple, ou dans un entrepôt, qui les mettent que quelques temps, qui peuvent les garder très, très longtemps. C'est du bon sens. Alors après, il y a quand même un cadre réglementaire là-dessus. Il existe, on peut le retrouver auprès du CTC, qui est un des centres techniques du cuir, c'est le centre technique du cuir qui fait des recommandations là-dessus, qu'on peut certainement retrouver sur Inforisque derrière, pour retrouver les points d'usure qui font qu'une chaussure n'est plus normée. Il y a 7 points de contrôle essentiels qui vont, on ne va pas les détailler ici, mais qui vont être un capot avant. Si vous voyez la protection anti-écrasement, si vous voyez le capot à l'avant, normalement, votre chaussure, elle est usée, n'est plus portable, n'est plus censée être considérée comme un élément de sécurité. Parce que vous avez peut-être dégradé votre embout, donc il aura moins de performance mécanique. Donc, vous avez également potentiellement le décollement entre la tige et la semelle, avec des coefficients, si vous avez plus d'1,5 cm et d'autres voilà, points comme ça. Ça, c'est très calé, c'est très encadré aujourd'hui. Et puis après, une chaussure, si elle est encore bonne au bout d'un an, bah, c'est bien pour la planète de la conserver. Il ne faut pas hésiter. Après, quand on a une chaussure qui est trop usée, bah, on le sait, on va voir son QHSE et c'est là où on peut passer au remplacement. Un peu, il faut être, voilà, penser ne pas changer pour changer, mais effectivement, dans la partie utilité. Alors, Wilson, quel conseil sur le choix des surchaussures? Alors, Ah, sur chaussures. Alors, chez Parade, on n'en fait pas. On n'en a pas. Le cadre est un tout petit peu différent au niveau des performances et de la norme. On n'est plus sur le cadre d'une 20345 tel qu'on est en train d'en parler, sur ce genre de protection. Du peu que j'en sache, mais je ne voudrais pas me lancer là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Euh, Attention à la glisse. Et puis après, il y a le côté adaptabilité en fonction des différentes pointures, des différentes tailles. Et suivant les cas, notamment souvent, on va retrouver ça soit sur du visiteur et c'est plutôt très facile à mettre en place. Et on va retrouver également ça utilisé parfois dans de l'agroalimentaire, dans certains cadres de restauration ou autres, principalement.
mais j'ai envie de dire que les gens ils rentrent quand même avec leurs chaussures personnelles qui ont été dans les rues avant. Ce n'était pas ce qu'il y a d'idéal en termes de contamination. Alors, il y a Odile qui revient sur la question de la durée de vie recommandée. Alors, peut-être que l'explication était peut-être un complément. Y a-t-il une durée de vie recommandée d'une chaussure de sécurité si elle est portée au quotidien, en dehors de tout défaut constaté lors de son usage et qui nécessite son remplacement par conséquent? Oui, peut-être que, je sais pas, un élément d'usure ou de chose. Enfin, Alors, l'usure, bah non, parce que pas on peut, extérieur, mais peut-être intérieur, peut-être le chaussant ou le. Enfin, je suis pas un expert de la chaussure, mais j'imagine un peu ce qui fait que moi, je change de chaussure de temps en temps. Alors, il y a effectivement les différents points de contrôle qu'on peut retrouver sur le document dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des points vraiment qui encadrent les choses. Donc là, c'est très très clair, sans ambiguïté. Après, il y a également du bon sens. Effectivement, si la chaussure n'a plus de forme, mais on peut prendre comme dans le grand public, hein, on voit des gens parfois avec des chaussures complètement avachies ou autres. Là, on va toucher directement au confort et non plus à la performance pure normative, mais on va toucher au confort. Dès qu'on a une chaussure qui va être moins confortable, usée à l'intérieur, avec des contreforts qui vont être un peu abîmés, un peu cassés, ou une semelle qui va être très usée, etc., il peut être temps de changer. Parce que la sécurité, il y a le côté intrinsèque avec les éléments qu'on va rajouter dans notre chaussure, mais on a également le confort, et le confort, c'est du bien-être, c'est de la TMS, c'est tout ce que l'on imagine derrière pour le porteur, et ça peut être un dernier point auquel il faut faire attention. Pourquoi pas changer vos premières si la chaussure est encore très bien, et vos premières, suivant les qualités, il existe de tout sur le marché. Hein. Je ne parle pas que de parade, là je parle de manière plus générale. Si vous avez des premières de propreté qui sont vraiment plus en état, si votre chaussure est encore bonne, vous pouvez changer votre première, c'est de la durabilité, c'est de la RSE, c'est bien pour tout le monde, mais sinon changez votre chaussure. Je rajoute un dernier point. Euh, les chaussures, suivant les matériaux, il y a des matériaux qui vieillissent moins bien, vous allez le voir. Vous avez peut-être tous, même à titre privé, retrouvé une fois une très vieille chaussure dans un placard et où tout se délite un peu, c'est ce qu'on appelle de l'hydrolyse, et notamment sur les polyuréthanes. Donc, quand vous voyez PU sur des semelles de chaussures, donc pour polyuréthane, c'est un phénomène mécanique qui va se placer en fonction de différents facteurs qui vont être la température, la pression atmosphérique, un taux d'hydrométrie dans l'air, qui va dégrader naturellement, et personne ne peut lutter sur un PU, c'est naturel, et va dégrader les chaussures. Mais quand on est là, c'est vraiment que c'est une très très vieille chaussure. Alors, une question, mais d'ailleurs, elle se retrouve avec une question de Virginie et d'Éric. Et est-ce que le risque électrique est abordé dans la nouvelle version de la norme et puis la partie antistatique au minimum? Alors, Ouais, question ouais, hyper ouais. Et intéressante. là, la question, Eric, était à peu près dans le même esprit, c'est que, voilà, est-ce que le risque électrique est pris en compte dans la nouvelle version? Alors, c'est une question qui est hyper intéressante et je vois deux sujets vraiment à l'opposé. Euh, je vais commencer par le risque électrique, parce que c'était le début de la question. Oui, il sera pris, je dis bien, il sera pris en compte dans la nouvelle norme. Ce n'est pas encore établi. Il y a un travail qui est fait par les établissements normatifs pour mettre en place, parce qu'il n'y a pas de normes sur la partie électrique sur le marché français pour la partie chaussures de sécurité, dans la partie de la 2345-2022. Ça fera partie des futurs amendements qui seront déployés dans les mois, dans les années à venir. Là, c'est pas parade, c'est les organismes normatifs qui travaillent là-dessus. Mais il existe quand même une norme. Je vais prendre un exemple très précis. Chez Parade, on a développé il y a très peu de temps, mis sur le marché, des chaussures qui préviennent du risque électrique. Et là, on va s'appuyer sur des chaussures qui vont être d'une certifiée 20345-2022 avec certaines caractéristiques pour le côté chaussures de sécurité, notre sujet depuis tout à l'heure, et s'appuyer sur une norme américaine qui est, elle, reconnue dans le monde entier, qui est la STM 2413-18, mais en travaillant sur une exigence additionnelle qu'il y a dans cette norme, qui est la partie EH, pour la partie électrique hazard. Et là, on rentre dans le cadre d'une norme qui nous permet de faire tester des chaussures sur un risque électrique. Et si je prends l'exemple des 3 modèles que l'on a sur Parade, aujourd'hui, elles sont certifiées, normées contre les risques, où on peut arriver jusqu'à 1000 volts sur un courant alternatif et 1500 volts sur un courant continu, tout ça en milieu sec. Et je précise qu'on ne parle pas de chaussures isolantes, mais bien de chaussures à semelle isolante, hein, parce qu'on doit travailler dans des milieux secs et on n'est pas
sur des très hautes tensions. Bah, je Je pense qu'il y termine a, sur le deuxième. Il y avait le point, oui, pardon François, pour l'ESD, pour ne pas se mélanger, je me permets pour ne pas oublier. oui, oui. L'ESD est à l'opposé. On est bien d'accord, une chaussure isolante, c'est pour empêcher le courant de passer intégralement et un courant d'une prise, voire de tension plus forte. L'ESD complètement à l'opposé. SD, L'ESD, sachant que c'est l'antistatique. c'est l'antistatique. C'est-à-dire qu'une chaussure d'un 345 est antistatique. Alors, je ne vais pas rentrer enfin, je vais donner qu'un exemple, mais on va de 0,1 mégaohm à 1000 mégaohms. Ça, c'est le champ d'une chaussure de sécurité dont on parle depuis le début, qui est 20345 2022. Mais sa performance se situe entre 0,1 et ses 1000. Il y a une autre norme qui n'est pas dans la 20345, qui est la norme ESD, donc qui ne fait pas partie de la partie chaussure, mais qui est une norme complémentaire. Et quand on a normé une chaussure en ESD, on ne se situe pas dans le spectre des 0,1 mégaohms à 1000 mégaohms, mais dans le spectre de 0,1 à 100 mégaohms, donc c'est-à-dire avec une résistivité faible pour s'assurer que le seuil maximum reste toujours faible pour que la dissipation puisse avoir lieu de manière plus efficace. Et là, on va retrouver principalement l'utilisation dans de l'électronique, dans des milieux plus explosifs avec de la chimie, de la pétrochimie, des choses comme ça, principalement. Alors, il y a Eric qui venait avec une autre question qui est importante. Alors, qui demandait comment. Je pense qu'Eric, effectivement, il me dit le risque électrique. Enfin, il a besoin de conseils pour l'utilisation. Bah, je pense que votre question, on va la remonter directement à Philippe. Et puis, voilà, ça lui permettra, je dirais, à ces équipes de revenir vers vous et effectivement, peut-être vous amener toute la partie support. Parce que vous parlez d'un mouton à 5 pattes. Ben justement, le but de Parade dans cette offre de vous offrir un service au niveau conseil pour y voir plus clair, c'est exactement l'objet. Donc, n'hésitez pas, soit vous avez regardé la partie QR code, les liens, ou sans ça, si vous mettez simplement dans le chat, vous mettez contact, et puis voilà, vous aurez la réponse qui va vous être amenée. Enfin, les équipes de Parade prendront contact avec vous. Avec grand Alors, plaisir. peut-être on a encore le temps pour une petite question. Alors, bonjour et merci pour votre exposé. Merci des votes pour vous, pour votre participation. Est-il important, selon vous, d'accorder une grande considération dans le choix des chaussures quant à l'avis des opérateurs qui les portent? Voilà une autre question intéressante. J'ai envie de dire une seule réponse essentielle. Essentielle. Nos collaborateurs dans toutes les entreprises, dans toutes les usines, dans tous les cadres où ils doivent être protégés, c'est à minima 7 heures par jour pendant 5 jours. C'est plus de temps que dans toutes nos chaussures particulières que l'on va porter. Donc oui, oui, c'est important parce que c'est du travail sur du court terme. Donc elles sont belles, c'est de la représentation si on est sur des contacts, c'est de la prise en compte de nos personnels, mais c'est également travailler sur du plus long terme pour nos collaborateurs pour leur assurer du confort. Donc encore une fois, on ne fait pas du médical, hein, on n'est pas là pour ça, mais quand on a quelque chose de confortable, et ben, a priori, on est mieux. L'expression, on est mieux dans nos baskets, hein. On est plus en forme plus longtemps, on est moins usé, on est plus performant. Il ne faut pas que la chaussure soit un gage de non-performance, parce que ça peut aller jusque-là. Dans certains cas, si vous prenez les pires chaussures de la Terre et qu'au bout de 2 heures, vous avez mal au pied, ça devient un sujet et vous êtes concentré sur votre mal de pied plutôt que sur votre travail que vous devez faire. Donc, on est soit moins performant au travail, ça peut aller jusque-là, mais également, on va être blessé. Puis après, ça peut aller jusqu'à des arrêts, des choses comme ça. Donc oui, finalement, ça peut même avoir un coût pour l'entreprise, très clairement. Sans parler du côté humain, hein, qui est stratégique, essentiel et vraiment fondamental. Eric, je me suis permis de supprimer votre question parce que si vous mettez vos coordonnées dans le chat, on va peut-être pas laisser toutes vos coordonnées dans les questions-réponses. Donc, mais c'est bien noté. C'est bien noté, vous inquiétez pas, c'est pris en compte. Peut-être la petite dernière quand même. Sur l'exigence d'adhérence, existe-t-il des différences des niveaux? Mais je pense que vous avez plus ou moins répondu déjà à la question des Frédéric. Alors, je vais essayer de refaire simple. Version 2011, la norme qui existait, qui existe encore pour l'instant. Il y avait du SRA, du SRB. Donc, SRA, c'était céramique plus eau, donc du carrelage avec de l'eau. SRB, c'était sur une plaque acier avec un corps gras.
Si on avait les deux, on devenait SRC. Donc, on avait le niveau de performance le plus important. Il y a des seuils, il y a des valeurs. C'est des valeurs de labo. Il ne faut pas prendre que ça, parce que ça va dépendre aussi du contexte. Est-ce que c'est sur un sol lisse, un sol très accidenté en extérieur, donc les hauteurs de crampons, etc. Il ne faut pas prendre qu'une simple performance laboratoire qu'on peut retrouver sur une fiche technique. Et quand on va passer sur cette norme 2022, de base, le test, comme j'expliquais, il va être fait avant du pied, talon du pied. Oui, c'est ça. Et avec des valeurs qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc, il ne faut pas essayer de comparer des performances talon-talon parce que ce n'est pas fait dans le même cadre. Les machines ne sont pas réglées pareil dans les laboratoires de tests, etc. Il y a des différences de performance. Donc, essayez pas de comparer le avant-après. Mais si vous voyez SR en exigence additionnelle sur les versions 2022, c'est qu'elle fait tout. Si vous ne le voyez pas, c'est-à-dire qu'elle n'a testé que des performances sur Dolo. Si vous voyez cette notion comme le FO, comme l'ULG, les exigences additionnelles dont je parlais, SR, Slip Resistance, c'est qu'on l'a testé en tant que fabricant également dans le cadre de la norme sur cette partie corps gras. C'est ce qu'il y aura de mieux simplement aujourd'hui. Alors, eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Marine de nous demander si le risque ATEX est pris en compte dans la norme. Alors là, je ne sais pas Alors, si le... le latex, en termes de normes, est plus repris sur la partie du textile et va être, donc c'est pas la partie qu'on va retrouver sur la partie dissipation antistatique, que l'on va avoir, dont on parlait tout à l'heure avec la partie ESD. Et sur la partie chaussures, si vraiment on est dans des environnements ATEX, on va partir sur des solutions ESD en termes de normes pour la partie chaussures. Mais il n'y a, à date, en tout cas, pas de chaussures certifiées ATEX. On est certifié ESD, normé ESD. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va peut-être. J'ai un excellent mot de la fin, si vous voulez bien, parce que il y a Grégoire qui nous a mis un petit mot dans le chat. Avec, je pense que ça ferait une belle. Je pense que vous nous direz, Philippe, si vous suivez aussi ce conseil. Un conseil d'un ancien podologue, allez choisir vos chaussures et essayez vos chaussures toujours en fin de journée avec vos pieds gonflés. Ce qui va le soir ira le lendemain matin, mais le contraire est moins certain. OK, donc voilà. Donc C'est un essayez très les bon conseil. chaussures toujours. C'est un très bon conseil. Bon, allez, on garde le conseil pour la bonne utilisation. Et ben, en tout cas, merci. J'ai encore débordé un peu du timing. Mais il me reste quand même à vous remercier tous pour votre participation. Un grand merci, Philippe, pour toutes ces explications au niveau normatif et puis au niveau conseil, effectivement, pour une bonne utilisation des EPI, parce que ce n'est pas juste du confort, c'est quand même un équipement de protection et il y a largement de quoi faire avec tous les accidents qu'on a en France. On a de quoi promouvoir quand même de bons EPI et on était content voilà, de pouvoir avoir cet échange avec Parade. Merci encore à tous pour votre participation. Un bon appétit. Et puis, bah, je vous invite à nous retrouver pour ceux qui n'auraient pas suivi complètement. Bah, de toute manière, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur le site d'InfoRisque sans aucun souci. Et puis, pour toutes les questions qui ont été posées, bah, Parade vous fera un petit retour. Les équipes de Philippe vous feront un petit retour. Voilà, pour répondre à tout ce qui a été, toutes les demandes qui ont été formulées. Voilà, merci, un grand merci à tous. Merci Philippe. Merci François et merci à tous.